Pour la Journée internationale des travailleuses et travailleurs, qui a lieu le 1er mai chaque année à Montréal, j'ai recensé 4 différents appels à manifester. Il y a d'abord la grande manifestation syndicale de type capitaliste, modéré ou social-démocrate. Elle lutte en ce moment contre les politiques d'austérité économique qui affectent l'accès universel et la qualité de nos services publics, et aussi contre le projet de loi 89 qui va restreindre le droit de grève. Puis, à la même heure et au même lieu, il y a un appel à un contingent anticapitaliste au sein de la grande manifestation syndicale afin de rappeler que c'est le capitalisme le nerf du problème. Il y a souvent un peu de tension entre ces deux groupes, mais les deux clans luttent pareil pour une société plus juste. Solidarité. Puis, à la même heure et dans le même quartier, tu peux aller à la place au marché Maisonneuve et prendre part à une manifestation avec l'Industrial Worker of the World, IWW, qui milite et défend les droits des travailleurs-travailleuses depuis 1905 dans une perspective de syndicalisme de combat, de lutte de classe, d'autogestion des travailleurs-travailleuses et pour la fin du salariat et antifasciste. Puis, pour terminer la soirée, rendez-vous au métro Préfontaine à 19h15 avec la manifestation de la convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC, pour rappeler, en style Black Bloc, que le capitalisme et le fascisme ont une seule et même racine, l'exploitation des travailleurs et des travailleuses, le cis-hétéro-patriarcat, la suprématie blanche et toutes les autres formes d'oppression qui nourrissent ce système dégueulasse. Fin de la citation de leur communiqué. Syndicalisme réformisme, de combat, anarcho-syndicalisme, autogestion ouvrière, abolition du salariat. C'est en fait rassurant qu'il y ait tous ces idéaux de justice radicale qui subsistent depuis les débuts de l'ère industrielle et qui ont permis aux travailleurs, travailleuses d'obtenir des droits parce que les luttes se gagnent ensemble dans une perspective de diversité des tactiques et empreinte d'un souffle révolutionnaire qui doit perdurer dans le temps. En fait, la journée du 1er mai prend racine dans la tragédie de Haymarket du 4 mai 1986 à Chicago. Un moment historique, sanglant pour la lutte anarchiste. À cette époque, les manufactures tournent à plein régime aux États-Unis et enrichissent patrons et actionnaires. Nous sommes à la naissance du développement des idées communistes, socialistes, anarchistes. Les syndicats sont à leur début et tentent d'obtenir de meilleures conditions de travail pour les ouvriers et les ouvrières. Les patrons forcent les journées de plus de 10 heures. Les enfants y travaillent et sont exploités. Les accidents de travail sont nombreux, dans les usines et les mines en particulier. Les patrons faisaient des profits mirobolants, tandis que leurs ouvriers-ouvrières se faisaient exploiter jusqu'à la moelle pour un salaire de misère. Les États-Unis sont en plein boom démographique. La main-d'œuvre y est abondante et donc remplaçable. Mais l'année 1886 marque le début de la réorganisation des luttes ouvrières. L'American Federation of Labor, AFL, un nouveau syndicat américain de type réformiste, lance un appel de lutte pour demander la journée de travail de 8 heures. Ainsi, partout à travers le pays, de janvier à avril 1886, une importante campagne pour la journée de 8 heures est mise en place. Et le 1er mai, qui correspondait à la fin d'année fiscale des entreprises, devait être le jour où la journée de 8 heures allait s'appliquer. Mais évidemment, la demande ouvrière reste lettre morte. Dans son livre « La tragédie de Haymarket », l'historien Paul Avrich explique qu'à partir du 1er mai, les 2 premiers jours de lutte se déroulent sans heurts. Des rallyes sont organisés un peu partout. Près de 300 000 personnes sont en arrêt de travail en même temps, affectant 13 000 établissements. Mais le 3 mai, des grévistes manifestent devant la manufacture de la compagnie McCormick, dont le patron est reconnu pour être vraiment hostile au syndicat des travailleurs. Une altercation éclate entre manifestants et policiers, entraînant la mort de 6 travailleurs par la police. Cela crée un mouvement de vengeance. Ainsi, le 4 mai, les ouvriers et ouvrières se rassemblent en masse sur la place Haymarket à Chicago. Le syndicat mise sur les talents d'orateurs des anarchistes de l'International Working People Association, IWPA, pour informer et énergiser la foule. Ce sont donc eux qui deviendront les porte-paroles de la lutte pour les 8 heures de travail et incarneront le mal à abattre du point de vue des patrons et de l'aristocratie pour ensuite en devenir les martyrs. Extrait de l'essai de Normand Baillargeon, « L'ordre moins le pouvoir ». Il est 10 heures du soir, il pleut abondamment.
Fielden a terminé son discours, le dernier à l'ordre du jour. Les manifestants se dispersent. Il n'en reste plus que quelques centaines dans le Haymarket Square. Soudain, 180 policiers surgissent et foncent vers la foule. Fielden proteste. Puis, venu d'on ne sait où, une bombe est lancée sur les policiers. Elle fait un mort et des dizaines de blessés. Les policiers ouvrent le feu sur la foule, tuant on ne saura jamais combien de personnes. Une chasse aux sorcières est lancée dans toute la ville. Les autorités sont furieuses. Il faut des coupables. 7 anarchistes sont arrêtés. Un 8e nom s'ajoute. Le procès des 8 s'ouvre le 21 juin 1886. On ne peut et on ne pourra prouver qu'aucun d'entre eux ait lancé la bombe. D'emblée, une évidence s'impose pour tous. Ce procès est moins celui de ces hommes-là que celui du mouvement ouvrier en général et de l'anarchisme en particulier. Le 11 novembre 1887, Parson, Engels, Pye et Fisher sont pendus. Ce sont eux que l'histoire évoque en parlant des martyrs du Haymarket.